Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans Starcom. Comme vous le savez, vous aider à mieux comprendre l'actualité nationale. C'est la mission que nous nous fixons tous les jours dans Starcom, votre émission de prédilection de la télé du 21e siècle. Ceci pour vous permettre de mieux comprendre l'actualité afin de vous prendre position sur des sujets de l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Et dans cette émission, nous reviendrons notamment sur la gestion de la Covid-19 par le gouvernement en Guinée. Dans une adresse à la nation, le président Alpha Condé a annoncé vendredi 14 août 2020 la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une durée d'1 mois. Dans son allocution télévisée, le chef de l'État a annoncé que le couvre-feu est ramené désormais de 0h à 4h du matin pour la zone du Grand Conakry, Conakry-Koya, Dibrevka, et reste entièrement levé à l'intérieur du pays. Le port du masque est désormais obligatoire tant en public qu'à la maison. Toutes les autres mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire restent en vigueur. Et pour en parler dans cette émission, avec cette question que nous nous posons, qu'est-ce qu'il faut retenir notamment de la riposte nationale de la face notamment à la Covid-19 depuis son apparition il y a près de 6 mois. On essaye de comprendre avec notre invité de parcours, Madame Bintou Diakabi. Elle est responsable des projets de la coalition des femmes leaders de Guinée. Madame, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans l'émission Starcom. Bienvenue sur la télé du 21e siècle. Merci Monsieur Barry, le plaisir est partagé. Je profite de l'occasion pour dire bonjour aux téléspectateurs de la radio Star 21 et pour vous remercier. De la télévision. De la télévision Star 21, Merci. Mais également pour vous remercier de nous donner cette opportunité. Alors, on va commencer cette émission par cette première question. Quel est votre regard sur la gestion de la pandémie en Guinée depuis son apparition il y a près de 6 mois? Alors, il faut dire que la pandémie à Covid-19 s'est révélée être une crise sans précédent pour le monde entier, mettant ainsi à rude épreuve les systèmes de santé mondiaux, mais aussi les économies mondiales. On a vu beaucoup de pays, beaucoup de puissances dont on croyait vraiment pouvoir faire face à n'importe quelle épidémie, à n'importe quelle crise, s'agenouiller face à la Covid. En Guinée, on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance dans la mesure où, malgré notre système de santé que vous connaissez, défaillant, malgré la précarité qui sévit dans le pays, plus de la moitié de la population vit au seuil, en dessous du seuil de la pauvreté, on a quand même réussi à contenir la Covid. Aujourd'hui, la Guinée fait l'un des meilleurs taux de mortalité face à la Covid. Je crois que nous pouvons nous en féliciter. Selon vous, est-ce que cela est dû aux efforts ou des actions entreprises par le gouvernement, ou bien c'est juste une coïncidence, notamment qui fait qu'on aboutit à ces résultats, parce qu'on ne peut pas se résoudre qu'on parle de 50 morts et qu'on minimise, mais quand même c'est un bilan positif par rapport notamment à d'autres pays, notamment de la sous-région? Je réponds oui et non à cette question. Oui, pourquoi? Oui, parce que les structures qui ont accueilli les patients Covid qui ont été mises en place l'ont été faites par le gouvernement. Oui, parce que le gouvernement a quand même pris certaines décisions, certaines mesures pour atténuer, j'allais dire, l'expansion de la maladie. Oui, parce que le gouvernement a mis certains moyens pour stopper, enfin, pour lutter contre la maladie. Je dis non aussi, parce qu'il faut reconnaître que depuis que cette maladie-là est survenue en Guinée, il y a eu beaucoup de manquements qui ont été observés. Vous savez, on a eu notre premier cas de Covid seulement le 12 mars, alors que la maladie est apparue depuis décembre. Et dès l'apparition de la maladie, je crois que c'était au premier cas, la maladie a été qualifiée déjà d'épidémie. Et dès sa première exportation, la maladie a été qualifiée de pandémie. La Guinée a eu beaucoup de temps
pour agir, pour prévenir la maladie. Oui, ça c'est la première erreur. Ça c'est la première erreur. Les autorités, malheureusement, ont été laxistes. Elles n'ont pas été réactives. Elles ont attendu que la pandémie soit là pour commencer à agir. Ouais. Et quelle action encore? Lorsqu'on a reçu les premiers cas de Covid, on a tous été témoins ici de la réaction de certaines personnalités du pays même. Oui, des leaders politiques même, appartenant à la mouvance présidentielle. Voilà, qui ont été victimes. Ont mis en avant la question du double scrutin. Oui, mais même avant. Ouais. Est-ce que lorsque la Covid est apparue en Guinée ici, est-ce qu'on avait des structures adaptées pour recevoir les malades de Covid? C'est non. Ouais. On a tous écouté le cri de cœur de Dr Makale lorsqu'elle a été admise au centre de traitement de Nongo. Oui. On a tous suivi Hadjara Biatoussera qui elle aussi a dit son ras-le-bol à cause des traitements dont elle a été sujette à Donka. Donc, les autorités, je crois, je ne sais pas si elles-mêmes n'avaient pas d'intérêt à ce que le pays soit affecté aussi. Oui, mais c'est comme si elles-mêmes avaient pris la maladie à la légère. Ouais. Et justement, on était en train d'évoquer tout de suite l'organisation du double scrutin. Ouais. Toutes ou presque beaucoup de langues sont déliées pour dire que l'organisation de ce scrutin n'était pas opportun à cette période, vu qu'on avait un ennemi commun à combattre. Ouais. Mais les autorités ont quand même insisté sur l'organisation de ce scrutin. Ouais. Et on a vu que juste après, les cas ont commencé à exploser. Il y a eu une chaîne de propagation. Il y a eu une chaîne de propagation. Et la pandémie qu'on aurait pu circonscrire au premier cas est devenue communautaire. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que malgré toutes ces mesures-là, on parle également de Covid-19 en Guinée. Et d'ailleurs, la pandémie est en train notamment de s'élargir vers les villes de l'intérieur du pays. Il y a eu beaucoup de décisions contradictoires des autorités. D'abord, c'est cette décision portant notamment l'ouverture spéciale des mosquées à l'occasion de la fête notamment de Tabaski. Vous, en tant qu'activiste, comment est-ce que vous avez perçu ces différents, je sais pas si on peut appeler ça, décisions de contre-nature des autorités dans la gestion, parce qu'on ferme les mosquées pendant que les marchés ne sont pas aussi pris en considération, mais également on accepte que les gens prient exceptionnellement le jour de la fête, étant donné que on sait pertinemment que c'est pas toutes les mosquées qui vont également se plier en termes notamment de respect des mesures de barrière. Comment est-ce que vous avez interprété tout ça en tant qu'activiste de la société civile? Personnellement, je trouve que c'est une décision qui est vide de sens. J'aimerais dire aux autorités de s'assumer. De s'assumer comment? C'est soit on décide de rouvrir et les lieux de culte et les lieux de loisirs, en tout cas tous les espaces qui ont été fermés jusqu'à aujourd'hui, soit on assume et on ferme. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens je vais dire, de s'abstenir de ce qui leur fait plaisir. Par exemple, dire aux les gens... maquis, les boîtes de nuit, oui. les baptêmes, les cérémonies de mariage. Exactement. Exactement. Ça fait partie de nos vies quotidiennes. Ouais. On ne peut pas nous demander à nos citoyens lambda de nous abstenir de toutes ces sorties, de toutes ces cérémonies qui donnent du sens à notre vie, pendant ce temps que eux, ils se permettent tout ce dont ils se permettent. Vous voyez, par exemple, lorsque la première erreur des autorités dans le respect ou dans l'acceptation de ces mesures-là par les citoyens a été l'organisation de la session inaugurale de l'Assemblée nationale. Oui, qui s'est passée en pleine crise sanitaire. Pendant cette période-là, je vous rappelle qu'il y avait, comment dire, je ne sais plus la nature du document, mais il y avait une décision
qui interdisait le rassemblement de plus de 50 personnes. Ah oui, c'était un arrêté qui a été pris notamment par le gouverneur de Conakry. Exactement. Voilà. Et qui interdisait le rassemblement de plus de 50 personnes. En tant que citoyen, il ne faut pas oublier qu'on est quand même une population à plus de 70% analphabète. Ouais. Les gens, dans les quartiers, ils se réfèrent. Comme on le dit, l'exemple doit venir d'en haut. Si les acteurs même, les premiers acteurs de la lutte, les acteurs principaux de la lutte, eux-mêmes font fi aux mesures que eux-mêmes ont instituées, ne vous étonnez pas aujourd'hui que des gens refusent de porter le masque. En tout cas, que le masque soit juste pour... On va parler de la question du port du masque, parce que ce que vous dites là, il y a également un autre fait politique, la dernière convention du heure présidentielle, qui s'est également passée du côté du palais du peuple, pendant qu'on interdit à l'opposition et au FNDC de manifester à cause du coronavirus. Là également, parce que là, on a même enregistré plus de 15 cas, certains même testés positifs, ont refusé de rejoindre notamment le centre de traitement, les centres de traitement, mais aujourd'hui qui se promènent dans les départements. Aujourd'hui, quand vous discutez avec les gens dans les quartiers et même dans certains espaces avec certains niveaux, je vous jure, on est presque dans le déni de la maladie. Ouais. Les gens sont en train de qualifier toutes ces mesures-là de mesures politiques. Ouais. Et parfois, vous vous dites que c'est à juste raison. Il faut que les autorités guinéennes donnent l'exemple au peuple. Si elles-mêmes, les autorités, sont les premières à je ne sais pas, voilà, ces principes édictés. Il ne faut pas s'étonner. C'est pourquoi je parle de chance. On a eu de la chance. Je ne sais pas, je ne peux pas scientifiquement expliquer pourquoi la Covid n'a pas pris une propagation, une propagation exacte. Parce que sinon, en réalité, rien n'est fait pour empêcher. Voilà. Ou en tout cas, peu est fait. Ouais. Il y a une chose que je veux, une chose sur laquelle je veux revenir. Aujourd'hui, pendant que dans les autres pays, on a vu en France, notamment, dans d'autres pays, aux États-Unis, il y a une nouvelle vague de contamination à la Covid que ces gens sont en train de vivre. Aujourd'hui, les autorités guinéennes prennent quand même, comment on appelle ça, la décision de réduire le personnel affecté à la prise en charge de la Covid. Ah oui, il y a quand même ces remous au sein notamment des... Il y a une forte compression de personnel. Il y a une forte compression de personnel. Après, on se demande où se trouve, voilà, le caractère sérieux vraiment de la lutte. Des médecins qui ont haussé le temps par rapport à ça, ils sont mis à la porte sans aucun critère de... Voilà, donc. Voilà. Et moi, je discutais avec un médecin qui m'a dit, avant-hier encore, il dit, et ça c'est à Donka, hein, à Donka, on a 3 centres, 3 sites de prise en charge. Maintenant, les 3 sites fonctionnent encore. Il me dit, pour une seule journée, j'ai eu à prendre en charge 20 patients. Wow. 20 patients pour un médecin. Pour un médecin. Toutes les équipes sont encore en place. Imaginez qu'on compresse ces équipes et aujourd'hui on parle de compresser et de ne laisser qu'un seul centre de prise en charge. Wow. Et c'est ce qui est en train de se dire. Donc à Donka, les 2 centres vont être supprimés et il ne va rester qu'un centre. Imaginez donc qu'on compresse. Ce médecin-là, est-ce qu'il pourra, enfin, je veux dire, l'équipe qui va rester, est-ce qu'elle pourra gérer les cas qui vont venir? Ce qui veut dire qu'on a une sorte de calendrier caché de la pandémie, voilà, qu'on est en train de dérouler de façon paisible. On a eu de la chance avec Covid, que c'est une pandémie qui est venue d'ailleurs. Ouais. Avec Ebola, ce qui a fait que ça a tué beaucoup de Guinéens, c'est parce que les gens, jusqu'à la dernière minute, ils niaient. C'était fou. Ebola n'existait pas. Jusqu'à ce que Ebola décime des familles entières, Ebola n'existait pas. Et il faut avoir peur que Covid-19 ne fasse la même chose. Ben oui. Alors, si vous permettez, Madame Bintou Diakabi, je rappelle que vous êtes la responsable des projets au niveau de la coalition des femmes leaders de Guinée. On va aller avec cet élément de reportage consacré également à la réaction de ces citoyens sur la décision du président de la République portant prorogation de l'état d'urgence en Guinée. On suit l'élément, on revient avec vous notamment pour décrypter tous ces propos. Actuellement, la situation est très compliquée face à cette pandémie. Même nos frères qui sont à l'Occident,
ils nous envoient difficilement de l'argent, car ils nous parlent de conjoncture aussi. Nous demandons à l'État de nous aider parce que nous subissons les bavures de la part des agents de maintien d'ordre dans notre quartier. Hier, par exemple, plus de 5 TICOP sont venus dans notre quartier pour arrêter les gens. Le seul conseil que j'ai à dire, chacun n'a qu'à dire d'accord, soyons tous d'accord sur ça, comme c'est une décision judiciaire, parce que le fait d'être réfractaire n'est pas bon. Jusqu'au moment où on verra que, c'est-à-dire jusqu'à la preuve du contraire, c'est tout. L'état d'urgence, ça ne nous avance pas aussi, quoi. Parce que les activités sont en arrêt actuellement, même les clients actuellement, pour faire des achats, tout à fait des problèmes. Si réellement tu dis à une paire de chaussures à 120 000, difficilement que tu gagnes les 50 000 ou bien 60 000. Donc franchement dit, les activités sont en arrêt. Et vous l'avez compris que malgré ce contexte difficile, et notamment en termes d'impact socio-économique de la crise sanitaire liée à la Covid-19 en Guinée, le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans une adresse à la nation, a procédé à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Alors madame, c'est vrai que parfois on peut comprendre que l'État se joue de nous, mais est-ce que dans toute cette banalité dans laquelle on assiste aujourd'hui les agissements de l'État guinéen, est-ce que selon vous en tant qu'activiste sur le terrain, il y a vraiment de l'opportunité à ce qu'on proroge l'état d'urgence sanitaire en Guinée? Oui, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, elle est nécessaire. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est... En fait, la maladie, elle est là. Et elle sévit. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas à omettre. Il faut lutter contre. Il faut prendre des mesures pour la booster, pour en finir avec. Donc, l'état d'urgence sanitaire est encore nécessaire. Cependant, les mesures qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ne sont pas toutes opportunes. Ouais. Par exemple, on nous dit que le couvre-feu, c'est de 0h à 4h du matin. S'il vous plaît, monsieur, à part les quelques noctambules qu'il y a, quelle activité de masse on peut vraiment faire pendant la nuit de 0h à 4h? Non, peut-être peut-être qu'il y a des réunions ministérielles pour le troisième mandat qui se déroule de 4h à 2h du matin. Voilà. Donc, on parle aujourd'hui de l'obligation du port de masque. Port du masque. Et d'ailleurs, il y a une pénalité derrière maintenant. De 30 000, ça passe désormais à 50 000. D'abord, moi, j'ai une inquiétude et une question. Oui. Les 50 000 ou les 30 000, ils vont où? Est-ce que c'est le policier véreux là qui vous appréhende et parfois qui vous brutalise même? On frappe les gens. Mais on nous fait comprendre que ça va dans la caisse de l'État. Mon Dieu. Ouais. Par quel système? Est-ce que quand on vous verbalise, verbalise, on vous donne un reçu? Oui. Est-ce qu'on vous demande d'aller payer au guichet du trésor? Non, pas du tout. Il ne faut pas, on n'a qu'à arrêter de plaisanter les uns avec les autres. Ces mesures-là servent juste à enrichir certains policiers véreux. Ouais. Ils servent juste à exaspérer la situation de ras-le-bol qu'il y a dans le pays. Je suis désolée. Ouais. Parce que vous appréhendez une femme parce qu'elle ne porte pas le masque. Aujourd'hui, il y a des gens qui sortent, ils oublient même qu'ils n'ont pas de chaussures. Évidemment. Tellement ils ont des soucis, tellement la vie est compliquée pour eux. Ouais. Les gens vivent au jour le jour. Mais surtout avec la situation, notamment le transport augmenté. Voilà. Tout va avec. On nous fait payer le double, le triple du transport normal, du transport en commun normal. Hein? Est-ce que quelle opportunité on a à réprimander? Alors, il faut dire quand même que vous, votre structure COFEL, Coalition des femmes leaders de Guinée, vous êtes active sur le terrain en termes notamment de cette gestion. On a vu notamment votre sortie sur la gestion de ces patients de côté donc en termes de nourriture qui a fait que tout a changé. Est-ce que tout ce qui a été dit comme assistance aux ONG de la société civile guinéenne, est-ce que vous également vous avez bénéficié notamment de ces fonds? Ou bien, quelle lecture faites-vous de la gestion de ces fonds-là?
s'il y a des fonds de la part du gouvernement. De la part du gouvernement, parce que le président de la République, chaque fois, il dit le gouvernement en partenariat avec les structures de la société civile. Et je pense qu'on ne peut pas compter parmi elles aujourd'hui sans parler de COFEL dans les conditions normales. Bon, vous savez, on a quand même une particularité en Guinée, c'est qu'on a une société civile multiple et multiforme. Ouais. Moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'appui. Non, la COFEL n'a reçu aucun franc de l'État. Toutes les actions que nous avons menées jusqu'à aujourd'hui, que nous sommes en train de mener, parce que, je dis nous sommes en train de mener parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet, justement sur la COVID, qui est dénommé Stop COVID en partenariat avec OSIWA. Donc, toutes les actions que nous avons menées, c'est soit des initiatives, c'est des initiatives personnelles, c'est soit sur financement personnel, soit sur financement de partenaires comme celui que je viens de citer, soit avec l'appui de certaines bonnes volontés. Parce que lorsque nous avons lancé l'appel à solidarité pour assister les patients en termes de repas, voilà, il y a eu quand même beaucoup de Guinéens de bonne volonté, beaucoup de Guinéens, et de tous bords confondus, hein, qui ont voulu faire des gestes et voilà, qui ont contribué pour que voilà, ces patients-là, pendant cette période, aient vraiment une nourriture décente. Parce que c'était ça le problème. Alors, au regard de tout ça, parce que c'est vrai que quand on passe notamment l'autopsie de la gestion, ça fait assez de bémol hein, en ce qui concerne notamment la gestion. Alors, au regard de tout ça, est-ce que c'est possible de parler aujourd'hui de possibilité de finir avec la COVID-19 en 60 jours, hein, ce fameux projet de gouvernement, même si on n'espère pas trop. Voilà, comment est-ce que vous avez aperçu ce projet, notamment parce qu'à l'image d'Ebola, on a fait 60 jours pour vaincre Ebola. Là également, on réédite la même formule, mais apparemment qui n'a pas réussi. Quel est votre regard sur ce projet? Alors, moi... par rapport à ce projet-là, la question que nous nous posons, c'est est-ce que les autorités même ont envie qu'on finisse avec la COVID en 60 jours? Je vous ai tout à l'heure parlé de la compression qui est envisagée dans les structures sanitaires. Il y a ça. Il y a le fait que, comme vous le remarquez, on le remarque tous, les mesures barrières sont de moins en moins respectées. Hein? Et de part et d'autre, hein, ce n'est pas que la population, je veux dire, dans les quartiers, c'est tout le monde. Le relâchement, c'est de tous les côtés. Le relâchement, c'est de tous les côtés. Donc, oui, finir avec la COVID en 60 jours, ça pourrait être possible. Mais ce n'est pas avec cette prise en charge actuelle-là. Ce n'est pas avec ces actions maintenant-là qu'on pourrait finir avec. Donc, aux autorités de revoir leur méthodologie, de revoir, de réévaluer leur engagement vraiment pour finir avec la COVID. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression, on l'a dit tout à l'heure, la répression, surtout quand il s'agit de crise sanitaire, n'a jamais booster une maladie. Ah oui, sur la question même, voilà, l'exemple, c'est le cas du port des masques. Au lieu qu'on ne sensibilise les populations sur l'utilité et l'importance du port du masque, mais plutôt on oblige les gens à porter les masques. Voilà. Donc, du coup, vous voyez quelqu'un, il a le même masque pendant un mois. C'est quand il aperçoit un policier, il le sort et fait ça. Donc du coup, en fait, on ne porte plus les masques par nécessité de se protéger de la maladie. On porte les masques pour éviter de se faire verbaliser. Et, avec cet esprit-là, jamais ça ne peut marcher. Jamais ça ne peut marcher. Il faut sensibiliser les gens. Il faut laisser, j'allais dire, la chance aux méthodes pacifiques. On a une population analphabète. Je vois, au début de la COVID, là, il y a beaucoup de... Parce que la sensibilisation aussi, parfois, elle est très mal faite. Au début de la COVID, il y avait des images qui circulaient où vous voyez, quand deux personnes sont assises sur la moto, ils vous dessinent une espèce de monstre là qui quitterait le corps de un pour aller vers l'autre. Quand même, quoi. Vous montrez ça à quelqu'un, à un analphabète, à un de mes oncles au village, ben, il se dit, ben, attends, ça c'est quoi ça?
c'est un plaisantin. Ouais. Prenez le temps, mettez en place. Tout un mécanisme. C'est des mécanismes communautaires, ça doit venir de la base. Ouais. Si moi, en tant que tel, je viens voir ma mère ou mon frère ou mon oncle, par exemple, pour lui parler de la COVID et de lui expliquer surtout les dangers auxquels nous pouvons être exposés si nous ne prenons pas en compte les mesures barrières, ils sont plus enclins à m'écouter. Ouais. Parce que je suis plus encline à leur expliquer de façon détaillée. Ouais. Mais il ne faut pas exporter des images choquantes comme ça. Là. Les gens ils ne vous croient plus. Ouais. Donc c'est là. Et une fois encore, on l'a dit au temps de Ebola, on est en train de le répéter. Les communications sont en train d'être très mal faites dans le cadre de la gestion des pandémies en Guinée. Ouais. Et nous, c'est la seule chance que nous avons. Parce qu'on n'a pas de structure adaptée. Ouais. On n'a pas de moyens comme les autres. Donc, il faut vraiment être focus sur la communication et la sensibilisation. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission, mais il y a une dernière question. C'est vrai que vous êtes la responsable notamment des projets de la coalition des femmes leaders de Guinée. Et parlant de la crise sanitaire, s'il y a une couche qui souffre avec notamment la pandémie de la COVID-19, c'est bel et bien les femmes. Comment est-ce que vous travaillez sur le terrain pour, apaiser un peu les esprits de nos braves femmes qui aujourd'hui semblent être sérieusement affectées par la maladie? Vous savez, c'est bien que vous rappeliez ça. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est que lorsqu'il y a une crise, les femmes vivent doublement la crise. D'abord, ils la vivent en tant que victimes directes, donc si elles sont infectées, mais elles la vivent aussi en tant que victimes collatérales. C'est les maris, c'est les enfants, et c'est elles qui doivent en prendre soin. Nous, par rapport à cette Covid-là, je vous parlais tout à l'heure d'un projet que nous sommes en train de développer. Nous avons recruté dans le cadre de ce projet des animateurs de terrain qui, pour la majeure partie, étaient des femmes. Nous avons aujourd'hui recruté des agents pour gérer des kits de lavage de mains dans des zones à grande affluence. Ce sont des femmes que nous avons recrutées. Parce que nous nous disons que ces petites primes qu'on leur donne peut avoir des impacts sur, sur leur bien-être au quotidien. Alors, malheureusement, le débat est très riche, mais nous arrivons à la fin de cette émission avec notre invitée, Mme Bintou Diakaby. Je rappelle qu'elle est la responsable des projets de la coalition des femmes leaders de Guinée, COFEL. Madame, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau de l'émission Starcom. Merci d'être passée. Merci à vous. Et j'espère que ça ne sera pas non plus la dernière. Je l'espère aussi. Et vous l'avez compris que c'est sur ces mots que nous allons fermer porte et fenêtre de ce numéro de l'émission Starcom consacré essentiellement à l'autopsie de la gestion de la réponse nationale face notamment à la COVID-19 après 6 mois. J'espère que cette émission vous a permis notamment de mieux comprendre ce qui se passe en Guinée en termes de gestion vis-à-vis de la COVID-19 en Guinée. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et à bientôt avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de notre pays dans cette émission Starcom. Au revoir.